Mathieu. Alors il nous parle du match Camon-Abbeville, une victoire de Camon 1-0. Dès les premières minutes, gros pressing de Camon sur les Abbvillois. Dur de ressortir le ballon avec direct une première occasion avec une barre pour les Les joueurs de Camon. Les joueurs de Camon, pardon, dès la première minute. Compliqué contre le vent, nous avons du mal à sortir le ballon dans nos 30 derniers mètres. Après 6 minutes, le 10, donc ils en barrent, serve l'attaquant Touré et termine 1-0 pour Camon. Donc gros coup dur derrière la tête pour les joueurs d'Abbeville. Mais les garçons restent mobilisés, respectent le projet de jeu mis en place depuis 3 semaines avec une très grosse solidarité défensive. 1-0 à la mi-temps avec une grosse possession pour Camon. Camon mérite de repartir avec le score à la mi-temps. Deuxième mi-temps, donc vent dans le dos maintenant pour Camon qui recule. Abbeville se crée quelques occasions dont une belle par Brian Gaffé mais sortie par le gardien. Descente qui passe devant le but mais aucun attaquant villois pour couper le ballon. Toujours un joueur de Camon qui veut dégager le ballon. Abbeville n'arrive même pas à marquer alors qu'ils ont beaucoup de temps fort. Mais pendant toute la deuxième mi-temps, en gros, Mathieu il dit qu'Abbeville peut égaliser quoi. Camon ils ont reculé. Par contre, qui dit temps fort dit Camon joue en contre. Camon aurait eu quelques comptes qui auraient pu faire ficelle mais mal négociés. À la 92e minute, une grosse occasion pour les Abbvillois qui ne mettent toujours pas au fond. Donc Mathieu, un petit mot de Mathieu, c'est il tient à féliciter son groupe, comportement exemplaire face à une grosse équipe de Camon. Mais voilà, Mathieu, il sait qu'il y a des joueurs qui sont à bout, qui ne veulent rien lâcher, mais il y a des joueurs qui disent qu'il n'y a rien qui leur sourit. Mais Mathieu, il reste positif, il pense que le travail va payer, les joueurs ne vont rien lâcher, lui ne va rien lâcher. Il pense aussi que ce match aurait pu mériter un match nul. Et donc ce qui est rageant contre le final. Par contre, Mathieu voudrait laisser un message pour ce week-end. Donc il y a un match en retard en R1, Abbeville reçoit Stenvoorde. Donc il voulait faire un petit message aux Abbvillois, un match hyper important ce dimanche à Delic. Gros match face à un concurrent au maintien, Stenvoorde. Mathieu dit qu'il y aurait besoin de beaucoup de monde pour soutenir et aider l'équipe pour arracher ce maintien qui tient à cœur aux joueurs, au club et je pense même à toute la ville. Donc voilà, à Delic dimanche 15h contre Stenvoorde. En sachant que là, des échos, on a pu échanger avec certaines personnes, chacun a eu sa mi-temps et c'est vrai que ça méritait vraiment un match nul. Après, l'état d'esprit, ce qui se passe en ce moment, c'est vrai que ça ne sourit pas, mais rendez-vous dimanche. En plus, il y a le coup d'envoi qui est donné par une personnalité qui est ici, donc, qui est Gilles, donc aller au stade et puis soutenir l'équipe de Mathieu. C'est un match en retard, hein, c'est ça? C'est un match en retard, ouais, je crois, parce que nous on joue en coupe, donc ça va être un match du mois de... Bah oui, il y avait la tempête, ouais. C'était avec le vent. Donc tous à Delic et tous soutien. Je crois que Stenvoorde doit avoir un point de plus que... Ouais, ça va être la bagarre, quoi, un point d'écart. De la B du SCA contre Flixecourt. Donc les deux clubs se retrouvaient encore après leur match de coupe et c'est encore Flixecourt qui s'est imposé. Donc la réserve du SCA fait une bonne entame de match avec de bonnes idées, beaucoup de situations. Ils ouvrent le score par Valentin Pavie qui a bien suivi une action manquée d'Anthony Anquez. En deuxième mi-temps, les Abbvillois reculent, doutent et ils laissent clairement Flixecourt prendre le contrôle du match qui marquera par 2 fois. Donc par Mallory Tullier et Loïc Van Bor. Donc Florian Lasséchère pense qu'il y avait beaucoup mieux à faire et il espère rebondir dès ce dimanche avec la réception d'Auxy le Château qui est 6e du championnat. Donc là le SCA pointe à la 2e place à 3 points du leader Saint-Valery et Flixecourt grâce à leur victoire remonte à la 5e place. Ah, ça se resserre à fond là. Ça se resserre un peu, le SCA était vraiment, c'était mano à mano avec Saint-Valery. Ils perdent 3 points là, sur ce match là. Après, voilà, je pense qu'il y avait mieux à faire, mais je pense qu'ils ont le même souci que l'équipe première, ils doutent, ils reculent et le petit grain de sable qui fait qu'au moindre problème ça va pas. Mais je pense que voilà, c'est une mauvaise passe comme il peut y en avoir dans tous les clubs et ça devrait s'améliorer et qu'ils retrouvent le chemin de la victoire assez vite. Gilles, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors, je suis originaire de Lille et je suis arrivé dans la région abbvilloise pour le football en 1976. Et l'équipe était à l'époque en 3e division. 3e division. 3e division. Et j'étais venu un petit peu parce que, par l'intermédiaire du club, de l'entraîneur de l'époque qui était Claude Andrien. D'accord. Qui avait été un de mes formateurs au centre de formation de Lille, parce qu'il était joueur professionnel à Lille et les professionnels participaient à la formation des jeunes. Alors, cette la première année, on est descendu, malgré quelques recrues qui venaient de quelques clubs professionnels. On est reparti en DH.
On est monté, et cette année-là, il y a eu la création de la 4e division qui était venue. Donc on est monté en 4e. On a été champion de France de 4e division. Et passage en 3e division. Grande surprise, à mi-championnat, on est premier. Grande question, l'objectif des dirigeants et des entraîneurs était le maintien. Et on se retrouve premier. Grande question, qu'est-ce qu'on fait? Je me souviens des questions qui avaient été posées aux joueurs. On a posé des questions, tout le monde était d'accord pour aller en 2e division. Ça nécessitait des structures, une organisation différente. Moi, j'étais pas trop chaud, je venais d'un club professionnel et je ne souhaitais pas rester dans le milieu professionnel parce que j'avais des activités autres qui me permettaient de faire autre chose que du football. Et j'avais tort et on est monté. Puis ça a été toute la période où on a joué donc en 2e division avec beaucoup de joie et beaucoup de joie partagée entre les joueurs, mais surtout avec les supporters. Parce que je pense que les supporters, ils ont quand même c'était quelque chose d'important auquel on voulait, et je tiens à leur rendre hommage, parce que sans eux, il n'y aurait peut-être pas eu cette épopée. Quel est ton pire entraîneur? Oh, ça commence. Ah, il faut assumer. J'assume. Alors, dans ma carrière, Georges Perroche, qui a été mon entraîneur à Lille, et que j'ai rencontré lorsqu'on a joué contre Paris Saint-Germain. Ah ouais? Ouais. Et pourquoi? Je pense que j'ai été 2 ans sous ses ordres. S'il m'a dit 3 mois en 2 ans, c'est tout. Ouais, mais est-ce que c'était pas les entraîneurs de cette époque-là Si. où il y avait moins de discussions avec les joueurs? Il n'y avait aucune discussion avec les joueurs. Ce qui n'a pas été le cas après. J'ai eu la chance d'avoir 2 très bons entraîneurs ici qui étaient Tira et Pierre Garcia, qui étaient des gens de contact d'une manière totalement différente entre les deux, mais qui savaient s'adapter en fonction où l'humain était important. Ouais. Encore maintenant. C'est mieux un coach qui est avec toi sur l'humain que... Ouais, t'es obligé, tu parles beaucoup. Moi, tu parles souvent de ça. moi j'ai toujours été comme ça avec les gamins que j'avais. Tu Je m'étonnes. me vois pas... Quoi? Non, mais le mental est important. Pour, voilà, Surtout, je pense que quand on est un jeune joueur, le rôle il y a un rôle d'éducateur chez l'entraîneur et qui doit amener à faire progresser le joueur. Voilà. Alors, je réponds à ma question. Donc, Georges Perroche, j'étais au club, j'étais stagiaire, je m'entraînais avec le groupe O, des stagiaires pro, mais j'ai jamais eu le moindre contact avec lui. Est-ce que tu vas encore voir des matchs au SCA ou pourquoi si tu ne vas plus ou... Alors, je ne vais plus tout simplement, c'est parce que je dirais premièrement le niveau a beaucoup baissé. Il faut savoir que quand on a eu la chance de jouer à un certain niveau, une fois qu'on redescend, tout paraît fade. Et c'est ça le problème, il n'y a plus cette passion. Alors je suis toujours au football, je regarde à la télé, mais je vais très plus sur le... Si, ça m'est d'arriver d'aller voir des matchs, mais au Parc des Princes. Ligue 1 ou Ligue 2, quoi. Voilà, c'est ça. Mais pas en dessous. Si à cette époque, quand tu étais au SCA en D2, l'Amiens SC t'aurait proposé de partir là-bas pour, peut-être financièrement, peut-être sur le jeu, tu vois, d'aller jouer là-bas, ou même si l'Amiens SC était en Ligue 1 à cette époque-là, un niveau au-dessus, est-ce que tu aurais été capable, toi qui es un fidèle Abbevilleois, d'aller signer là-bas pour un gros contrat, tu vois, comme on fait d'actualité? Sincèrement. Sincèrement, non, jamais. Non. C'était même pas envisageable. Premièrement, il y avait la mentalité. La mentalité de l'époque de l'équipe, c'était important. Pour nous, Amiens, c'était, je dirais... La rivalité, quoi. C'était la rivalité. Non, je pense que c'était pas. On était fidèles à l'époque au club. Je ne voyais pas partir. Je n'ai pas dit si un jour j'avais eu l'occasion de partir, mais sûrement pas à Amiens. Et puis je n'ai pas envisagé de partir. D'accord. Et même les quelques sollicitations, on m'a demandé, j'ai coupé court, je voulais rester. J'étais bien au club. Je n'avais pas d'ambition autre que de jouer dans le club et de rendre service au club. Combien de matchs en D2? Combien de buts? Même si on a la réponse. Alors j'ai joué donc 220 matchs en Ligue 2. Alors les buts, j'ai marqué beaucoup de fois en coupe et en championnat, j'ai mis un but. Ah d'accord. Un seul. Important aussi. C'était contre qui? Neulémine à la 88e minute. Voilà. Et l'entraîneur était à l'époque
Gérard Rouillet, qui m'avait demandé de venir de le rejoindre à Neu et que j'avais décliné. Neulémine, belle équipe, hein, quand même, c'était À l'époque, Gérard Rouillet quand même. Sachant qu'avant d'arriver à Abbeville, à l'époque, j'avais rencontré les dirigeants de Neu, j'ai même joué des matchs amicaux avec eux pour aller signer à Neulémine, et j'ai préféré venir à Abbeville que Neulémine. Voilà, des jeux qui jouaient à un niveau supérieur à Abbeville à l'époque. J'ai pas donné, je dirais, c'était uniquement par rapport à une évolution professionnelle que je pouvais avoir dans la région ici, que je n'avais pas chez Neulémine. On m'avait proposé de rentrer, où j'avais rencontré Bernard Leroy, le patron de Leroy Merlin, qui voulait me prendre dans son équipe de Neulémine, voilà, auquel j'ai décliné, pour venir dans cette région. Seule anecdote, je ne connaissais pas Ville, il a fallu que j'ouvre une carte pour savoir où était vraiment Abbeville. Elle était Lille. Ah, quand c'est pas une époque. Là, pour la première, je voudrais te montrer un petit truc et que tu me parles de tes souvenirs de ce match. Donc, je le fais voir à la caméra. C'est le fanion du match d'Abbeville contre Paris Saint-Germain en 16e de finale en 1983. 80. Alors, c'est à Abbeville ou à Paris? Là, c'est le fanion du match aller à Abbeville. Non. Le match retour à Abbeville, pardon. Match aller. Le match aller. Une anecdote, un souvenir? Bah, ce qui nous a impressionné, je pense que c'est dès le départ, on partait pas battu du tout. Hein. Je pense que ça, dans notre, on était prêt à relever tous les combats, tous les défis, quel que soit l'adversaire. Je pense que c'était typique à cette époque, je dirais, de cette époque-là. Même si on a pris quelquefois quelques raclés, on n'avait peur de personne. On allait au combat. Ce qui est paradoxal par rapport au football d'aujourd'hui, c'est qu'on était toujours à l'attaque. Obligé d'en freiner certains d'ailleurs, je dirais les noms, n'est-ce pas? Et puis, je pense que c'est l'engouement qu'il y a eu, alors même si pour nous c'était important, mais alors ce public, comment a-t-on osé de mettre plus de 10 000 personnes dans un stade comme j'y suis passé il y a 15 jours au stade Paul de Vie, comment on a pu mettre plus de 10 000 personnes dans un stade comme ça? Il faut savoir que les gens étaient là plusieurs heures avant, hein, pour chacun, hein, voilà. Et je dirais qu'on s'est aperçu que dès le départ, il y avait un engouement et William marque très 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 vite. Et moi je suis persuadé qu'on va pouvoir renverser la situation parce qu'on est très très peu mis en difficulté pendant ce match-là. Je pense qu'ils avaient vraiment, vraiment peur. On sentait pas, il n'y avait pas du tout de confiance. On a dominé tout le match. Il n'y a pas fallu grand-chose, mais je pense que c'est resté dans l'histoire et ça restera parce que aujourd'hui, trouver un événement dans une ville comme Abbeville sans méchanceté qui va pouvoir... je crois qu'il y avait près de 11 000, j'ai pas ouais, chiffre près, ouais, 10 900. Comment ramener 11 000 personnes dans quelque événement que ce soit aujourd'hui? Ça peut paraître paradoxal. À l'époque, c'était quand même le club où il y avait beaucoup d'internationaux. Il y avait Baratelli, il y avait... oui, Bâtonnet qui jouait derrière. Il y en avait quelques-uns. De toute façon, on le voit sur le reportage qu'il y a sur Internet, où on voit le reportage télé. On voit que William Le Boucher marque très rapidement. Très rapidement, oui. Et après, clairement, dans le reportage, ils disent que les Parisiens peuvent dire merci à Baratelli. Oui, parce qu'il sauve... il y a notamment une tête de ton père. Ouais. Qui partait vraiment dans la lucarne, il va la chercher, quoi. Ouais. Ok. Après, juste à noter qu'à cette époque-là, les matchs de Coupe de France c'était en aller et retour. Aller-retour. Il y avait 2 matchs parce que si en sachant qu'on va au parc et on fait un très bon match au parc, on fait un bon match défensivement. Je n'ai jamais retrouvé, je dirais, il n'y a pas de vidéo sur ce match. Il faut savoir qu'on prend le but sur un penalty à 15 minutes de la fin. Gentiment ou mérité? Pour moi, c'est vraiment limite. Ça a été un peu... Voilà, ok. Voilà, c'est ça. On est au parc. Hein. Donc aujourd'hui, et à l'époque, le parc, en termes de dimension, c'était pas facile pour nous parce que c'était pas standard les dimensions. Le terrain était beaucoup plus large et plus long que... Ils étaient plus habitués à jouer sur ce type de surface. Voilà. Et c'est Laurent Labarthe qui fait faute et on prend un penalty, j'en dirais, vraiment généreux qui est accordé. Sinon, on va jusqu'au bout et on fait le 0-0. Hein. On était vraiment pas mal. On en prend un juste derrière, sur la reprise, mais... Est-ce que vous vous souvenez du nom de l'arbitre de ce match? Wurtz. Ouais. Voilà.
Parce que c'était, Wurth c'était la star. C'était la star, ouais, c'était la D'accord, il a fait la internationale. Coupe du Monde, etc. La Coupe Donc du Monde, aujourd'hui, c'est- pour ce match un peu particulier, et je dirais que les clubs adverses avaient une petite appréhension de venir jouer contre nous à appui. C'était Parce quoi, qu'Albi, c'était quoi le surnom à cette époque du SCA pour les clubs extérieurs quand ils venaient? C'était pas un peu le petit chaudron, un truc comme ça? Non, je dirais qu'ils nous assimilaient par rapport à l'époque au club de Bastia ou à Furiani, en disant Petit c'était... Furiani. Voilà. Le petit Furiani. Ouais, c'est ça, parce que c'était venir ici, je dirais, la tactique, c'était à fond du début jusqu'à la fin, quoi qu'il arrive. Aujourd'hui, le temps de préparation, de faire circuler, non, c'était à fond 90 minutes. Et je pense que c'est ça qui plaisait au public. Le public venait voir et s'ennuyait pas. Alors, quelquefois, on a pris... C'est le jeu. Hein. C'est le jeu. À partir du moment, avant tout, c'était de donner du spectacle. Et je pense que le public qui participait à ce spectacle. Gilles, moi j'ai une question. Donne-moi ton 12 de légende. Donc les 11 joueurs, selon toi, de ton équipe type avec qui tu as joué, et l'entraîneur fétiche. Donc vraiment ton 12 de légende. Alors dans les buts, Jean-Pierre, Robert bien entendu, hein, d'accord, donc Michel Gomel arrière droit. Alors arrière gauche, c'est là où il y a eu le plus de turnover. Le joueur avec qui j'ai eu le plus de plaisir à jouer, c'est Luc Blondel, hein, avec qui j'avais joué à Lille d'ailleurs. On avait joué ensemble à Lille, d'accord. Alors le libéraux, ça a été, j'en ai eu... je dirais, moi j'étais l'amovible stopper, mais alors j'en ai eu quelques-uns, et j'ai envie de dire lequel est resté le plus longtemps, celui qui avait le plus de qualité, qui n'est pas forcément celui avec qui j'étais plus en harmonie, c'était Laurent Labarthe. D'accord. Oui, c'est ça, c'était un bon joueur, il venait à l'époque de Besançon. Alors, On verra pas. voilà. On le mettra à la fin. Ouais. Vas-y. Je dirais que j'ai bien aimé jouer avec Robinson, mais Laurent Labarthe était, je dirais, pour moi, à mon avis, un petit peu avec plus d'expérience, quoi. Alors au milieu de terrain, alors, il est bien entendu que la star, pour moi, Alberto Couto. Alors là, pour nous, c'était l'homme qui permettait à la défense de se stabiliser. D'accord. Après, Zbigniew Séverine, un homme en termes de qualité morale. Alors, quand j'ai vu du monde passer, comme j'ai vu beaucoup de... Alors, qui y a eu d'autres encore? Je dirais sous le côté droit, William Le Boucher, évidemment. D'accord. En numéro 10, Marcel Campagnac. D'accord. S'il restait une place au milieu, qui a joué dans notre équipe à l'époque au milieu? Oui, bien aimé. Bien aimé était travailleur, c'est parce que je dirais ça faisait. Bon, là, il peut y avoir limite un bien aimé, était un très bon joueur. On lui rend hommage aujourd'hui s'il nous regarde. Et sur le côté gauche, Sylvain Anquet, qui est resté longtemps, qui était un joueur. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que quand on s'aperçoit aujourd'hui, c'est que la grande majorité des joueurs que je viens de citer, ils étaient originaires de la région d'Abbeville. Du cru à Villois. Ouais, William, il venait de Blangy, Sylvain Anquet, il venait de Caen, Alain Bien-Aimé, lui, était de Dieppe, Alberto Couto était de Saint-Ouen. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Tous les joueurs de Ligue 1, Ligue 2, c'est vachement Oui, dispatché. et on avait, mais à l'époque, on était déjà une exception, parce que c'était une génération qui avait été complétée par quelques joueurs de l'extérieur dont je faisais partie. Voilà un petit peu. Et l'entraîneur, je dirais Bébert, parce que, Robert Tirakowski, on disait Bébert. Pourquoi je disais Bébert? Parce que quand je suis arrivé, la deuxième année, c'était mon libéro. Mais il était en fin de carrière et on a joué une saison ensemble. Il était libéro en fin de carrière. Mais c'était, je dirais, lui, c'était un meneur. À l'époque, quelle équipe tu détestais affronter? Un chat noir. Alors on avait une particularité, une année on était versé dans le groupe Sud. Oui, j'ai vu.
Et alors là, on a vécu 2 enfers. On a été joué à Montpellier et à Nîmes. C'était horrible. Ah ouais. Ah, on a pris 2 raclés là-bas, au stade de la Mosson. Et puis... Avec l'ambiance. Ah voilà, et l'accueil qui était vraiment très 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 mauvais souvenir de ces matchs-là. Et on était très contents. On avait été versés dans le groupe Sud. On avait Béziers, Montpellier, Nîmes, Alès. Ouais, donc pour les transports, bonjour. Ouais. Voilà. Donc je garde un très mauvais souvenir de ces voyages-là, qui étaient longs, fastidieux pour nous. Donc je dirais, allez, Nîmes et Montpellier, Nîmes. Ah non, non, on ne prenait pas. Apprenez le Vélib. Non, les dernières années, on allait au Touquet, on prenait des avions. D'accord. Et dans les 20 places. Sauf il y a une anecdote en avion, on peut parler des anecdotes. Nous partons au Touquet, nous jouons à Rennes. D'accord? On joue à Rennes, brouillard, le pilote dit on décolle pas. On décolle pas, alors on attend, on passe la journée, on joue à 20h30 le soir. À 18h, 18h30, on va perdre le match. On décolle comme on peut. Mais alors horrible, on est arrivé là-bas, allez, 20 minutes avant le début du match. On rentre, on en prend 5 d'affilée, on est arrivé 20 minutes parce qu'on n'a pas eu le temps. Et ça n'a pas été fini parce qu'on repartir, le pilote il ne voulait pas repartir, on est tous bloqués là-bas. On départ avec le mini-avion de 20 places, tout ça pour rejoindre le Touquet. Au moment de décoller, la porte qui s'ouvre. La porte de l'avion qui s'ouvre. Reposé en catastrophe ce jour-là, c'était... Ah, on en a pris 5, mais pour une fois on a eu une excuse. C'était un avion d'occasion, vous avez. Voilà pour les anecdotes. Ah ouais, ça Quel vient avion de plus haut? Wish. Comment? C'est un avion de Wish. Ah, je sais pas si tu te souviens. Mais... Ah, Ouais, ouais, c'est- c'était voilà, donc... Ah, super là. Bon, ça doit bien faire peur quand même. Ah ouais. Est-ce que tu avais des habitudes ou des superstitions avant un match? Oui. Tous les footballeurs... Oui, bon, on a appris que Voilà. notre chroniqueur gardait le même slip tout le temps. D'accord. Sébastien Witch. Voilà. Et même la semaine. Alors la particularité, bon, premièrement, toujours la même place Dans le dans vestiaire. le vestiaire. Ça, c'était immobilier. Et lorsqu'on allait à l'extérieur, si on avait fait un bon résultat, on reprenait toujours la même place. Et tous les joueurs, c'était comme ça. Il était hors de question, surtout qu'il y avait... Tout le monde n'était pas toujours titulaire, donc il était formellement interdit de prendre nos places respectives. Et puis, je n'ai jamais mis ma chaussette gauche avant celle de droite. Comme Zinedine Superstition. Zidane. Voilà. Zidane, il faisait pareil. Bon, Ah, non, c'est toujours la même chose. Toujours la même. Non, mais c'est des superstitions, tout le monde en a et c'est toujours intéressant de savoir. De rentrer dans le détail. Ouais, dans le détail des. Alors, quelquefois, il y en avait qui avaient des superstitions plus importantes. Je me souviens un jour, nous nous battions avec Michel pour les shorts, bien entendu. Et il y en a un qui prenait toujours des grands shorts, mais qui était très mal. Ibrahimba, un joueur qui aurait pu faire partie d'ailleurs dans l'équipe type, parce que c'était vraiment un bon joueur. Et alors, il avait en dessous du short tous ces gris-gris qui étaient donnés par les sorciers qui étaient d'origine sénégalaise, qui étaient cachés. Il avait besoin d'un grand short parce qu'il jouait avec les gris-gris. Ah ouais. Ouais. Il fallait pas qu'on les voie, alors il est caché. On savait qu'il avait ses gris-gris sous le short. Ibrahimba. Mais tu me parles de ça, donc tu m'avais dit il y avait 2 joueurs que tu as oubliés Oui, dans alors l'équipe. Ibrahimba, qui était quand même un grand joueur. Et puis alors, on avait eu un avançant qui n'est pas resté longtemps, mais qui avait un talent énorme qui s'appelait Dorego. D'accord. Je ne sais pas, vous vous souvenez pas, il est resté très peu de temps. Il était béninois, je crois. Il est resté qu'1 an. Et il a marqué, il est venu en cours de saison. Il était vraiment le joueur de la ville. Hein, je crois. Hein. Sur ton équipe type, Bernard Lamont. Comment tu expliques ça? Le mec, il a quand même fait une carrière de fou et il était en équipe B. Il est arrivé jeune de Lille, il me semble. Et voilà, il venait de Lille, on le connaissait bien parce qu'on était plusieurs, donc Marcel Campagnac qui venait de Lille, Luc Blondel qui venait avec moi à Lille. Alors le problème c'est qu'il avait des qualités énormes dès qu'il est arrivé, mais je dirais il n'avait pas encore, La maturité. ouais, il faisait quelques fautes de main de temps en temps. D'accord. Mais il avait un fort potentiel. Et puis le problème c'est que Jean-Pierre Robert était un très bon gardien. Et le problème il était là, c'est qu'aujourd'hui il aurait pu s'imposer, mais Jean-Pierre était un très bon gardien. C'était un pilier du club, quoi. Voilà, c'est ça. D'accord. Ok. Donc non, toi, il s'est confronté, il est arrivé, il avait très jeune, il a explosé après, mais je dirais, dans certains postes, les gardiens, on demande peut-être, peut-être plus aujourd'hui, mais à l'époque, une certaine maturité. Je dirais.
Merci Gilles. Alors, il a joué quelques matchs avec nous, hein, en Coupe de la Ligue, je me souviens. C'était des bouts de match en coupe, quoi, en fait. Ouais, c'est ça. L'adversaire qui t'a le. Non, c'est vrai, je triche pas. Pour un coup, je triche pas. L'adversaire, je m'en c'est doutais. impressionné. Je m'en doutais. Alors, la particularité, c'est que je jouais stopper. Donc, à l'époque, on jouait avec un stopper et un libéro. Donc, le stopper était au marquage. Donc un 9 qui se collait, quoi. Ah, l'objectif, c'était. Fallait Bien pas. collé. Alors, il y a deux. Je dirais qu'il y a deux joueurs qui m'ont impressionné. D'accord. Un qui s'appelait Jean-Pierre Papal. Il allait tellement vite, hein, pour moi. Hein, et le deuxième, c'est un joueur que j'ai joué une fois, qui démarrait, qui arrivait en France, hein, et qui a joué un de ses premiers matchs contre moi. Je me suis dit, c'est quoi ce garçon? Il s'appelait Abedi Pelé, et qui était arrivé à Niort, à l'époque, avant de venir et de faire toute l'épopée. Donc j'ai finalement ces deux anciens Marseillais, mais c'est vrai qu'aller au marquage de ce type de joueur, c'était un peu compliqué. Hein, je veux dire, c'était un niveau au-dessus. Jean-Pierre Batin, c'est des gens qui débutaient leur carrière, mais ils avaient un potentiel énorme. Voilà les deux qui m'ont plus impressionné. Ok, merci. Mais c'est quand même des joueurs Ouais, qui ont fait, C'est pas des qui ont noms. fait carrière. Non. De R3, quoi. Donc il faut savoir que même en jouant à Abbeville, on jouait contre des joueurs comme C'est ça beau. qui ont fait des grandes Papa, carrières. c'était pas à C'était à Valenciennes. Valenciennes. Il était à Valenciennes et Pelé, c'était à Niort, c'est ça, au Chamois. Oui. Ouais. Ils débutaient tous ces jeunes-là. Et au PSG, il n'y avait pas, c'était pas, quand on reparle du PSG, il n'y avait pas Fernandez, comment il s'appelle aussi, Omar Da Fonseca. Il y était Ah pas ouais. Non. Non. À Tours. Oui, on a Et joué à vous Tours avez aussi. joué contre eux aussi. Oui. On a joué, moi j'ai joué, la particularité c'est que je jouais stopper, j'ai joué par exemple contre Carlos Bianchi à Reims. C'est sûrement le match où j'ai couru le moins de ma carrière. Pourquoi? Il restait sur place, il attendait le ballon qu'on lui amène, voilà, tout simplement. Mais c'était un renard des surfaces, comme à l'époque il pouvait y avoir. C'est important. Hein, voilà. On a joué aussi à Guingamp, il y avait Zarmac, hein, qui avait joué à Auxerre. Donc on a joué quand même il y avait quand même quelques stars qui ont joué en championnat. Donc ça permettait aussi, le public avillois voyait des stars. Ouais, c'est vrai. Donc pour eux, c'était ce qui nécessitait. Voilà pourquoi les gens venaient. Ils venaient voir notre équipe, mais aussi il y avait des grands joueurs. Le public avillois voyait des stars. Ouais, c'est vrai. Donc pour eux, c'était ce qui nécessitait. Voilà pourquoi les gens venaient. Ils venaient voir notre équipe, mais aussi il y avait des grands joueurs. Juste pour finir, la petite anecdote là, que tu m'as dit en début d'émission, enfin juste avant en off, qui était intéressante, c'était au niveau des primes de match, des choses comme ça qui étaient assez marrantes. Tu sais, pour le. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'à l'époque, les joueurs m'avaient demandé d'aller négocier les primes avec les dirigeants. Les primes de match, en sachant, parce que l'époque, c'est une autre époque, on n'a pas forcément vécu à la bonne époque pour gagner beaucoup d'argent en football, c'était pas le cas. Donc, j'avais été chargé, et le club a dit non, on peut rien faire, on n'a pas d'argent, on débutait. Alors, j'avais été voir à l'époque le trésorier, le secrétaire, en disant ok, vous n'avez pas, mais bon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut pour le club Ville? Donnez-nous le minimum de spectateurs que vous avez besoin pour équilibrer le budget. Alors, je me souviens encore, Richard Streich, hein, qui était donc le trésorier, dit oh là là, moi, en dessous de 1500 personnes, je peux rien vous donner. Pas possible. Je dis bah, écoutez, on fait un deal, tout ce qui est au-dessus de 1500, les joueurs en prennent la moitié, on laisse le reste au club. Il m'a dit ok, on y va comme ça. Donc le seul problème, c'est que cette année-là, on a tourné à 4000, 4005. Alors, je me souviens encore, William Leboucher, il y avait une petite. On regardait avant le match, à travers la fenêtre, on disait, oh, le stade est plein. On avait déjà. Pour un bel prix, Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a pas fait match par match. Hein. Les joueurs, on avait pris ça, on avait pris la décision, c'est ce que, à l'époque, j'étais en charge de négocier. On a dit non, on fait les comptes à la fin d'année. Et tous les joueurs qui ont participé, qui ont joué 2 matchs, 5 matchs ou 34 pour certains, on partage en 18 ou en 19 et tout le monde a eu la même somme. C'était ce qu'on appelait un esprit d'équipe. Donc, même celui qui avait joué 3 ou 4 joueurs, il se retrouvait avec la même somme que celui qui en avait joué, comme Michel ou moi, on avait joué les 34 matchs. C'est beau, hein, franchement, respect. Hein. Aujourd'hui, ça n'existe n'existerait plus, plus, ça n'existe plus, mais c'était une autre époque. Gilles, je te laisse le mot de la fin sur ta participation à l'émission avec nous.
Moi, je trouve la démarche, je dirais, intéressante de pouvoir promouvoir le sport abillois, donner de l'information, et en espérant que ça va susciter des vocations chez les jeunes pour que la région d'Abil redevienne une région football, parce que je pense qu'il y a encore du travail pour... on a été très haut, mais je pense qu'on est descendu très bas, et puis maintenant, il faut encourager toutes les équipes, que ce soit les dirigeants et les joueurs, à redevenir à un niveau qui soit conforme au potentiel public qu'il y a dans cette région.